Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Mon invité est Guillaume Gouffier-Valente, député du Val-de-Marne et vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes plutôt à l'Assemblée nationale. Ensemble, nous allons parler d'engagement masculin, d'égalité, mais aussi de ce moment particulier où les avancées en matière d'égalité coexistent désormais avec des résistances de plus en plus visibles. Mais avant de vous donner la parole, Guillaume, je vous propose de nous engager contre la peur de l'égalité. Depuis plusieurs années, les droits des femmes occupent enfin une place centrale dans le débat public. Les violences sexuelles les violences sexistes et sexuelles ne sont plus totalement invisibles. Les féminicides sont désormais nommés. Le contrôle coercitif commence à être compris. Les entreprises se saisissent davantage des violences intrafamiliales. Les institutions produisent des rapports. Les médias ouvrent des espaces de parole. Et MeToo a profondément déplacé les lignes du silence. Mais derrière cette apparente progression, quelque chose est néanmoins en train de se produire. Une forme de fatigue collective autour de l'égalité, comme si une partie de la société considérait désormais que le sujet serait allé trop loin. Comme si parler des droits des femmes devenait excessif dès lors que cela interroge réellement les rapports de pouvoir. 60% des hommes estiment aujourd'hui que les féministes ont des demandes exagérées. 39% considèrent que le féminisme menace la place et le rôle des hommes dans la société, et 13% des hommes et 8% des femmes doutent qu'une femme puisse exercer la fonction de présidente de la République. Alors cette vision apparaît précisément au moment où l'égalité commence à produire des effets concrets dans le travail, dans la politique, dans la sexualité, dans la famille, dans les représentations du masculin et surtout dans la remise en cause de certains privilèges longtemps considérés comme naturels. Disons-le clairement, l'égalité n'est pas seulement une affaire de principe, c'est une transformation profonde de l'organisation sociale. Et c'est précisément pour cela que les résistances se durcissent. Avec la montée des discours masculinistes, dans les attaques contre l'éducation, la vie affective et relationnelle à l'école, dans les débats sur la natalité, dans le retour de visions politiques où les femmes redeviennent progressivement un enjeu économique, identitaire ou national. On l'observe aussi dans certains débats économiques. Le travailler plus pour gagner plus, la valorisation permanente de l'allongement du temps de travail, le travail du dimanche, la défiscalisation des heures supplémentaires. Notre société continue de penser les politiques publiques à partir d'un modèle implicite, celui d'un individu totalement disponible pour le travail, un modèle historiquement masculin qui repose encore sur une réalité invisible, un temps domestique, le soin, la charge familiale, majoritairement assumée par les femmes. Pendant ce temps-là, les féministes stagnent, les violences persistent, les inégalités économiques demeurent massives. Et une partie du débat public semble davantage préoccupée par la fatigue des hommes face au féminisme que par la fatigue des femmes et aux inégalités. Alors peut-être faudrait-il rappeler une chose essentielle, l'égalité n'est pas un confort idéologique, ce n'est pas une option culturelle, ce n'est certainement pas une menace, c'est une condition démocratique fondamentale. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Réus. Aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Guillaume Gouffier-Valente, député du Val-de-Marne, vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes à l'Assemblée nationale. Bonjour Guillaume. Bonjour Muriel. Je serais très heureuse de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Alors depuis plusieurs années, vous portez au Parlement les questions liées aux violences faites aux femmes, à l'égalité professionnelle, aux droits reproductifs, à la place des femmes dans les espaces de pouvoir. Votre engagement vient aussi de votre histoire personnelle, c'est ce qu'on a partagé en préparant cette conversation. Une mère ouvrière, une famille monoparentale, les difficultés qu'elle a traversées. Alors finalement, est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce que l'engagement pour l'égalité n'est souvent moins d'une idéologie, mais plutôt d'une expérience intime de l'injustice que certaines femmes ont pu vivre? Merci de me poser ces questions personnelles. C'est rare que je l'évoque et c'est au cœur, bien entendu, de cet engagement qui, pour moi, est fondamental dans les raisons qui, un jour, m'ont conduit à rentrer dans l'engagement associatif, puis politique, et puis dans l'exercice de mon mandat. Et c'est bien une expérience plus qu'une idéologie qui m'a mené à ça, l'expérience transmise
par ma mère, par notre mère, mon frère et moi, d'une famille monoparentale. Alors, c'est très bien avec bien avec sûr. mon père, mais c'est ma mère qui a pris toute la charge tout de même au quotidien. Et notre mère, en fait, elle va beaucoup nous parler. Elle va nous raconter ses journées. On va tout vivre avec elle. Les bons moments, et c'est important, les moments plus difficiles, le chômage, les pertes d'emploi, dans un milieu ouvrier, en fait. C'est dans ce secteur-là qu'elle travaillait avant que l'imprimerie disparaisse, enfin dans les imprimeries, avant que les imprimeries rencontrent des grandes difficultés dans notre pays au cours des années 2000 et 2010. Les violences d'un ex-conjoint et menaces, courtes, mais sur un moment qui, quoi qu'il arrive, marque. Et elle ne va cesser, en fait, de nous parler, de nous transmettre, de nous conscientiser. Et je pense que ce qu'elle a beaucoup fait sur les inégalités de cette société entre les femmes et les hommes. Et moi, je me suis toujours dit que c'était pas juste. Je me souviens de cet exemple qui est très parlant, d'elle nous racontant qu'elle s'était vue refuser un job. On était à ce moment-là dans le Nord. On était tout petit, 6-7 ans, et chacun nous racontait qu'elle n'a pas pu avoir ce job parce qu'on lui avait demandé de se justifier de son divorce lors de l'entretien. C'était il y a 30 ans, mais au fond c'était hier, et je pense que ça existe dans beaucoup de situations encore. Elle nous a conscientisés sur l'importance de se mobiliser pour construire une société plus juste, et qu'au cœur de ça, il y avait l'importance de se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Puis elle nous a transmis quelque chose d'important aussi, l'espoir. Je l'ai toujours vue debout, battante, même dans les moments difficiles, être convaincu que demain était mieux, serait mieux qu'aujourd'hui. Ça nous a transmis ça, puis quand même vous dire que cette expérience, elle est prolongée largement par la femme avec qui je partage ma vie depuis près de 20 ans, et où là aussi, à les expériences qu'on vit, je peux mesurer les inégalités. Je pense à une inégalité profondément structurelle dans notre société, la charge mentale. On voit que même en étant engagé aujourd'hui, je vois qu'il y a une inégalité terrible entre les femmes et les hommes, même quand, comme moi on veut être engagé, comme ma femme on veut être engagé, cette charge mentale qui est une injonction de société et qui repose exclusivement sur les femmes, tout particulièrement quand on commence à fonder une famille, par exemple. La force des femmes, on va dire ça. Oui. Alors vous dites aussi aujourd'hui que les hommes politiques sont de moins en moins nombreux à s'engager publiquement sur les questions d'égalité. Alors d'abord, ont-ils été à un moment nombreux à le faire? Pourquoi c'est si difficile dans le champ politique pour des hommes de faire de l'égalité femmes-hommes un combat central et assumé? Pourquoi c'est si difficile pour eux? C'est alors déjà, je trouve qu'ils sont de moins en moins nombreux à être engagés. On en a qui accompagnent, qui valident, et souvent faut se battre durement pendant des mois pour les convaincre d'aller sur un combat. Et ils accompagnent, mais ils rentrent pas entièrement dedans. Ils le portent pas au quotidien. Ils vont pas venir dans toutes les réunions. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que je vois trop peu d'hommes être engagés sur le sujet, c'est-à-dire mettre ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes et des droits des femmes au cœur de leur engagement. Et être mobilisés sur toutes les réunions, sur tous les combats, et qu'on est trop peu nombreux sur ces sujets. Alors pourquoi en prenant la question, déjà parce que je pense que les stéréotypes sont profondément ancrés dans nos sociétés, une société inégalitaire, et une inégalité qui ne remonte pas à 10-15 ans. Elle est structurelle depuis toujours. Oui. Et je pense qu'elle nous habite toutes et tous particulièrement. Et donc je pense qu'on trouve une des raisons dans une première raison là. Une deuxième raison, c'est que je pense que trop d'hommes ne comprennent pas, et la très grande majorité des hommes ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas que d'un combat pour l'égalité ou pour l'exemplarité. Il s'agit d'un combat pour améliorer notre société. Et que si on réussit cette transformation d'aller vers une société égalitaire, on aura une société plus juste, plus efficace, plus apaisée. Regardons le modèle suédois, par exemple. Ils sont plus productifs. Je pense que ça pourrait faire venir beaucoup d'hommes dans ces combats en comprenant que une société dans laquelle il y a l'égalité, les décisions publiques et privées sont plus solides et se mettent de manière plus efficace en place. Pourtant, il y a eu MeToo, quand même. Il y a eu un phénomène mondial, une libération de la parole sans précédent. On a eu des lois, des dispositifs, des débats publics. Vous avez intégré la délégation aux droits des femmes avant 2017, on doit dire avant MeToo, avant même cette déflagration. Est-ce que vous pensez, avec le recul, que MeToo a quand même joué un rôle, ou vous pensez qu'au fond, non? Oui. Oui, quand même. Un avant, un après, c'est un moment majeur qui intervient dans un moment où je pense que sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui est un fléau absolu de nos sociétés et de notre société française depuis toujours, on est dans un moment où ce sujet passe
de la sphère privée dans laquelle il était enfermé, de faits divers quand il était évoqué, à un sujet de société majeur, un sujet public. Et MeToo lui donne une résonance extraordinaire qui va nous permettre de travailler secteur par secteur, parce que à l'époque, on voyait d'un seul coup le secteur du cinéma, puis le secteur économique, puis celui du sport. En fait, c'est tous les secteurs qui sont concernés. Tous, notre société entière est concernée par ce phénomène de violence envers les femmes et envers les enfants. D'ailleurs, MeToo a permis de mieux comprendre ces violences. Des violences qui ne sont pas réservées aux coups physiques. Les violences, elles commencent dès les premiers mots, dès les premières brimades, et elles sont insupportables. Donc, MeToo va nous permettre, à ce moment-là, d'avoir un moment déflagrateur, je pense, dans le monde entier, dans notre société. Ça va donner naissance à des lois importantes, mais objectivement, nous ne sommes pas allés assez loin. On n'est pas allé assez loin quand on voit les chiffres aujourd'hui dramatiques, et j'ai l'habitude de dire 8 ans après MeToo, on reste à un niveau astronomique de violence. Très, très forte. Plusieurs centaines de milliers de victimes par an, plusieurs millions en tout dans nos sociétés, plus d'une centaine de féminicides, des suicides forcés. C'est un sujet par exemple qu'on n'évoquait pas avant MeToo, mais des femmes qui se suicident sous la pression de leur conjoint, plusieurs centaines. Recensés par le collectif de doute. Oui, on arrive à 1038 et qui sont insupportables. Et sur ça, direct et indirect par an. Tout le collectif, nous avons besoin d'une loi intégrale. Et avec les financements qui vont avec. Et c'est un sujet majeur, je pense, des mois qui sont devant nous. Alors, quand on regarde aujourd'hui la montée des discours masculinistes, les tensions autour de l'EVAR, l'éducation à la vie sexuelle et affective, les débats sur la natalité, est-ce que vous pensez qu'on est simplement face à des crispations passagères, ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans une véritable contre-offensive idéologique? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donnez la parole à ceux et celles qui font bouger la société. C'est sur Sud Radio, c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, avec Guillaume Gouffier-Valente, député du Val-de-Marne, vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances à l'Assemblée nationale. Nous nous engageons contre peut-être ce qu'on appelle la fatigue de l'égalité, mais nous engageons vraiment contre. Alors, avant la pause, je vous demandais, Guillaume, si on assistait, d'après vous, à une véritable contre-offensive idéologique. J'ai un peu la réponse, mais j'aimerais la vôtre. Oui, clairement, on est en train de vivre une contre-offensive idéologique, alors qui est cyclique. Moi, dans les travaux que j'ai pu mener dernièrement à l'Assemblée nationale avec ma collègue Marie-Noëlle Battistel notamment, et Véronique Rioton et tant d'autres, on voit bien que c'est des contre-offensives qui reviennent de manière assez régulière. On le voit dans les travaux de Suzanne Faloudi, qui écrivait Backlash, pas il y a 2 ou 3 ans, mais en 1991. Ça revient de manière assez régulière. Par contre, on peut être frappé par l'intensité de la contre-offensive que nous connaissons aujourd'hui, qui s'est profondément renforcée durant le Covid. C'est important de le dire, puisque un certain nombre de mouvements, de financements, de leaders associatifs ou politiques ou de think tanks vont, on va dire, se fédérer durant cette période et vont assumer d'aller dans le champ politique pour combattre durement, âprement les droits des femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes, au nom de la défense d'un modèle patriarcat qui pourrait répondre aux difficultés que connaissent nos sociétés aujourd'hui. Et puis, ils vont plus loin même dans cette contre-offensive, parce que ce qu'ils visent à travers, au fond, les attaques envers les droits des femmes, des droits des filles, de l'égalité, c'est tout simplement le modèle démocratique. Et on voit aujourd'hui, ces attaques-là, les mêmes personnes qui attaquent l'état de droit, par exemple, et qui remettent en question la séparation des pouvoirs, la hiérarchie des normes, le multilatéralisme. Et donc, c'est quelque chose qui doit nous préoccuper de manière importante, notamment avec une déclinaison aujourd'hui à travers des mouvements violents, des mouvements dits masculinistes, qui disent clairement aux hommes de s'assumer tels qu'ils sont. Et là, on observe que les combats pour les droits des femmes, c'est des combats qui prennent souvent des décennies pour aboutir. Les combats des masculinistes, on a l'impression que c'est un retour au naturel en quelques semaines, et de manière violente. Très violente, oui, très violente, et qui crée beaucoup d'inquiétudes, avec des menaces d'attentats qui ont été déjouées par nos forces de l'ordre ces derniers temps. Donc, une menace à prendre en compte pour la sécurité, bien entendu, de nos concitoyens. En fait, des menaces à prendre en compte pour la sécurité de notre modèle démocratique.
Alors on voit, alors évidemment, on va rentrer dans une période de discussion programmatique, va-t-on dire, avec la prochaine présidentielle. Qu'est-ce que vous voyez revenir dans certaines logiques économiques? Qu'est-ce que vous voyez revenir dans ces mesures qui parfois sont présentées comme universelles, alors qu'en réalité, peut-être qu'on peut se poser la question du renforcement des inégalités entre les femmes et les hommes? Est-ce que vous percevez des choses qui sont un peu inquiétantes dans ce qui se prépare? Oui, dans ce qui se prépare. Alors, dans les premières, déjà, c'est toutes les mesures liées au débat sur la crise démographique à laquelle on serait confronté. La natalité, le désarmement. Le sujet de la natalité, du désarmement, des mots très militaires, très guerroyeurs, on va dire, des mots utilisés. Et en fait, qui renvoie à une chose, c'est que les difficultés de notre société, un certain nombre d'hommes, exclusivement des hommes, les solutions qu'ils voient pour y apporter... les solutions qu'ils trouvent, c'est essentiellement dans la défense ou le retour au modèle patriarcal, et donc de faire reposer toutes les causes et les solutions sur les femmes et le corps des femmes, comme si les femmes étaient une industrie et qu'on pouvait les réquisitionner pour relancer ça. Là, je pense qu'il y a une erreur majeure. C'est souvent des mots évoqués d'ailleurs par des hommes qui n'ont pas d'enfants, qui donnent beaucoup de conseils, qui ferait mieux de se poser avant de parler du sujet. Moi, j'ai des convictions bien différentes. Je vous renvoie à l'excellent livre d'Anne-Cécile Melfort que vous receviez il y a quelques jours sur la panique démographique. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème démographique actuellement. On n'a jamais été aussi nombreux dans le monde et on sera toujours aussi nombreux. Par contre, on a des sujets comme le vieillissement de la population, comme le financement de notre modèle. Il faut trouver les solutions adéquates. Par exemple, sur le financement de notre modèle, il ne faut pas que ça repose exclusivement sur les salariés, les travailleuses et les travailleurs. Il faut diversifier le financement, par exemple en allant sur la consommation. Par contre, mettre toute la charge, la responsabilité sur les femmes, de plaider d'une certaine manière le retour à un modèle patriarcat, ça je dis clairement non, parce que c'est nous enfermer dans une société inégalitaire, injuste et source de conflits. Je pense qu'il y a un autre chemin que nous pouvons et que nous devons trouver. Après, il y a le sujet, peu long, mais de la natalité. Dans notre société, il y a un désir d'enfants qui diminue, on veut moins d'enfants, peut-être aussi parce que on veut passer plus de temps quand on en a, peut-être parce qu'on a le droit aussi de pas, bien entendu, en vouloir. Et il faut vraiment regarder les causes qui font que ce désir baisse ou qu'on a des enfants, qu'on a moins d'enfants. On en a moins parce qu'on en a plus tard, on met plus d'années pour s'installer dans sa vie, pour se poser. Il y a des sujets de difficulté d'accès au logement, d'accès à l'emploi, d'accès aux crèches. C'est là où il y a le vrai sujet. Et puis, il y a des exigences d'égalité, bien entendu, et que quand on se lance dans cette belle aventure, eh bien, c'est à deux. Et puis il y a la question du désir, on aborde ou pas en avoir, c'est-à-dire la liberté du corps des femmes. Voilà, lever un certain nombre d'inquiétudes sur l'avenir. Donc voilà, donc je pense qu'il faut sortir de l'esprit de panique dans lequel on nous enferme aujourd'hui. Des moments comme cela, notre pays en a déjà connu par le passé. Au passage, c'était déjà avec des mêmes raisons. Les mêmes raisons qu'on invoque depuis des années. Voilà, mais trouver, en tout cas, sortir de cette... Ça pose quand même la question de l'accès des femmes politiques à des niveaux élevés de responsabilité, parce que quand on regarde qui est autour de la table, pour prendre des décisions, et pour travailler sur les programmes d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes. On a vraiment le sentiment que sur les niveaux élevés de responsabilité, sur les arbitrages stratégiques, sur les arbitrages programmatiques, ce sont plutôt des hommes qui sont à la manette. Est-ce que, aujourd'hui, le véritable enjeu n'est pas seulement l'accès des femmes au pouvoir, mais leur accès réel au cercle de décision qui structure la vision politique, les priorités et l'avenir du pays? Oui, totalement. En fait, ça, c'est pareil. C'est dans tous les lieux de décision de notre société, que ce soit politique, dans les entreprises, dans les administrations. Le sujet, c'est pas qu'un sujet de parité, c'est le renforcement de la place des femmes dans tous les lieux de décision. Enjeu d'égalité, enjeu de qualité de la construction de la décision publique. Une décision qui est prise uniquement par des hommes n'est pas une bonne décision. Elle ne peut pas être une bonne décision. Et donc là, il y a une révolution que doivent effectuer les hommes dans notre pays, parce que quand on rentre dans les cercles de décision majeurs, oui, il doit y avoir de la mixité autour de la table, c'est fondamental. Et on ne peut pas mettre la moitié de la population de côté. Je prends un exemple, mais dans le bloc central actuellement, quand il y a une réunion entre messieurs Gérard Larcher, Gabriel Attal, Édouard Philippe, je crois qu'il doit y avoir Marc Fesneau, Hervé Marseille, tous ces hommes du bloc central, et que la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas conviée. Mais ça paraît invraisemblable quand même. Ça paraît invraisemblable. Je peux vous garantir que si la présidence de l'Assemblée nationale était occupée actuellement par un homme,
la présidence aurait été invitée. Il serait convié à toutes les discussions. Il serait évidemment. convié à toutes les décisions. C'est quelque chose de totalement anormal. On avait eu les mêmes discussions pendant le premier mandat avec une place trop faible des femmes dans les réunions autour du président de la République. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de lieux de décision. C'est quelque chose sur lequel notre société et notre vie politique doit évoluer et, je l'espère, le plus rapidement possible. Alors, ça va être ma dernière question, Guillaume. Est-ce que vous êtes optimiste sur notre capacité à progresser réellement vers l'égalité, ou est-ce que vous êtes un peu pessimiste? Est-ce que vous avez cette gender fatigue aussi, vous? Moi, je suis optimiste. On vit un moment un peu difficile, mais ça nous renforce dans nos convictions et dans la manière de mener nos combats. Et puis, je suis optimiste parce que, même si les mouvements masculinistes visent tout particulièrement les jeunes hommes, moi, ce que je vois de la jeune génération, c'est que c'est une génération qui est tellement en avance par rapport à là où en était la mienne au même âge. Je veux dire, les jeunes qui sont adolescents ou qui rentrent dans la vie de jeunes adultes, ils sont tellement conscients de l'enjeu majeur que représente l'égalité entre les femmes et les hommes et l'attention qu'on doit porter à l'autre et que ça peut entraîner une société meilleure, une société de consensus et non de rapport de force, une société tournée vers l'avenir et non vers le passé. Ça me donne beaucoup de raisons d'espérer et de rester confiant dans l'avenir. Bon, on va rester sur cette note optimiste. Je vous remercie beaucoup, Guillaume Gouffier-Valente, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle quand même que ce combat politique, il est important et qu'il ne faut jamais considérer l'égalité comme acquise. C'est une difficulté profonde de notre démocratie d'accepter cela. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission et de toutes les émissions d'ailleurs sur sudradio.fr, sur toutes les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même énergie. Je vous souhaite un excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.